Une lettre K qui est également à l'origine du symbole du Ku Klux Klan. Une croix blanche sur fond rouge. Un emblème qui apparaît sur les badges cousus sur les robes des Klansmen et plus récemment sur les drapeaux qu'ils portent au cours de leur rassemblement. Ils portent ce badge avec dessus le symbole qu'ils appellent l'insigne de la goutte de sang. C'est un grand X avec en son centre une goutte de sang. Le X, ce sont en fait 4 K incrustés les uns aux autres, qui veulent dire Knights of the Ku Klux Klan. Et pour ajouter une aura de mystère supplémentaire à ce nouveau Ku Klux Klan, ils vont même jusqu'à développer toute une symbolique librement inspirée d'autres sociétés secrètes, comme l'Ordre des Templiers ou encore les francs-maçons. Le clan s'est inventé une sorte de mythologie. Une partie de leur nom et de leur grade s'inspire directement de la tradition catholique. Et c'est le cas de beaucoup d'autres fraternités qui s'inspirent, elles aussi, de symboles chrétiens. Le clan possède 7 symboles, comme par exemple la capuche, la robe, l'eau ou encore l'épée. Pour eux, chaque symbole a sa propre signification et ils sont tous en rapport avec le christianisme. 7 symboles officiels du clan. La Bible, qui est le fondement même de cette organisation aux racines chrétiennes. Le drapeau, que ce soit le drapeau confédéré, symbole des États du Sud, ou la bannière étoilée, symbole national américain. L'eau, qui sert à purifier. L'épée, symbole de la loi qui se dresse pour lutter contre les ennemis du clan. Et pour terminer, les 3 symboles les plus célèbres. La croix, enflammée lors des cérémonies officielles, la robe, et enfin la fameuse capuche pointue. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'objectif de la capuche et de la robe blanche, c'est surtout de créer de la solidarité entre tous les membres du clan, qui passe notamment par cette forme d'homogénéité esthétique et qui impressionne lors des défilés, où l'on voit tous ces gens marchant côte à côte avec leurs uniformes de Klansmen. Si dans l'inconscient collectif, la robe et le capuchon blanc restent intimement attachés à l'image du Ku Klux Klan, en réalité, ce costume diffère en fonction du grade occupé au sein de cette organisation. Une société secrète, dotée d'une structure hiérarchique pyramidale. À la base du mouvement, il y a le Klansman, simple membre du Ku Klux Klan, qui porte une robe blanche. Juste au-dessus du Klansman, il y a le Nighthawk. Il porte une robe de couleur noire et il est en charge de la sécurité. Ensuite, il y a le Chaplain. Vêtu d'une robe blanche et d'une écharpe rouge, c'est le prêcheur du groupe. L'Exalted Cyclops est responsable du groupe à l'échelle d'une ville. Il porte une robe noire avec une écharpe rouge. Le Clud, qui se charge du recrutement, porte une robe blanche et une écharpe couleur pourpre. Le Grand Dragon, qui est responsable au niveau de tout un État, porte une robe de couleur verte. Enfin, au sommet de la pyramide, on retrouve le Grand Sorcier impérial, qui porte une robe de couleur pourpre. Il est le chef suprême du Ku Klux Klan aux États-Unis. Le second clan est un groupe très structuré et très hiérarchisé. William Joseph Simmons s'autoproclame premier grand sorcier impérial et dirige tout un système qui existe aussi bien à l'échelle nationale qu'au niveau local. C'est une forme de pouvoir vertical. Quand j'étais Grand Dragon, j'avais l'habitude de dire à tout le monde tous ces titres comme Grand Sorcier Impérial ou Glorieux Cyclope, tout ça, ça ne veut pas dire grand-chose. La seule chose qui compte, c'est d'être un Klansman et de porter une robe blanche. Cette stratégie de communication par l'image est un succès. Au milieu des années 20, Hiram Evans, le nouveau grand sorcier impérial du Ku Klux Klan, est à la tête de près de 4 millions d'adhérents et d'une fortune de plusieurs dizaines de millions de dollars. Il est alors l'un des hommes les plus puissants et les plus influents des États-Unis. En 1925, il organise une grande marche du Ku Klux Klan à Washington, la capitale américaine. The Klan's attitude was, if we wave a flag and invoke the name of God, then our cause is just. En 1925, ils ont organisé cette grande marche sur Washington en partant du Capitole. C'était énorme. Il en venait de partout à travers le pays. La ville était envahie par le clan.
Cette marche a rassemblé plus de 40 000 Klansmen qui ont défilé sur Pennsylvania Avenue en direction de la Maison-Blanche. C'était un spectacle incroyable. Et c'était aussi une démonstration de force de la part du clan qui affichait là sa puissance à la face de toute l'Amérique. Une démonstration de force qui a un objectif: imposer les idées politiques xénophobes du Ku Klux Klan. Mais les temps ont changé depuis la guerre de sécession. Désormais, leurs ennemis ne sont plus seulement les Noirs. Le problème qui se pose aux États-Unis, c'est en effet une immigration massive, mais une immigration massive qui vient d'Europe. C'est un problème, si vous voulez, qui fait que des Américains en place depuis longtemps, avec des grands-parents américains ou des arrière-grands-parents américains, etc., considèrent que les nouveaux venus constituent un danger. Certains étaient des catholiques du sud de l'Europe, d'autres étaient des juifs venant d'Europe de l'Est. Et ils craignaient ce que certains appellent aujourd'hui la peur du grand remplacement. Pour pouvoir imposer cette thématique du grand remplacement, le Ku Klux Klan a un argument imparable: la pègre. À cette époque, à New York, Chicago et Las Vegas, les parrains de la mafia, symbole du crime aux États-Unis, s'appellent Al Capone ou Dutch Schultz. Et ils sont souvent d'origine italienne ou juive. Pour le clan, ils sont partout. Ils sont partout, donc il faut lutter contre eux de toutes les manières possibles et imaginables. De là, des lois sur l'immigration en 1921 à 1924. De là aussi la prohibition des boissons alcoolisées, qui est adoptée par un amendement constitutionnel. Ils étaient protestants évangélistes et à ce titre, ils militaient en faveur de la prohibition d'alcool, mais aussi d'une forme de puritanisme à propos de la sexualité. Mais cette organisation protestante et puritaine qui prétend défendre les valeurs morales de l'Amérique blanche va elle-même se retrouver au cœur d'une affaire particulièrement sordide. D.C. Stevenson, qui était le grand dragon de l'État d'Indiana et qui était aussi l'un des leaders les plus puissants du clan au niveau national, a été arrêté puis inculpé pour meurtre après avoir violé et agressé une jeune femme qui s'appelait Madge Oberholzer. Il a kidnappé son assistante. Il l'a torturée et assassinée. Quand on a retrouvé son corps, il était lardé de coups de couteau. Quand cette histoire a été rendue publique, il a été condamné et jeté en prison. Et à mesure que le temps passait, les gens ont réalisé à quel point les leaders du clan étaient des hypocrites. Et quand cette hypocrisie a été révélée à la face du monde, c'en était fini du clan. Une fois de plus, les ambitions du Ku Klux Klan d'imposer leurs idées politiques semblent enterrées pour de bon. Ainsi, bien qu'il existe toujours officiellement, pendant presque 30 ans, le Ku Klux Klan, qui est désormais dirigé par Samuel Green, essaye tant bien que mal d'entretenir la flamme en tournant des vidéos de propagande. For 5,000 years, the white man has been the supreme race. We, the Knights of the Ku Klux Klan, intend to keep it the white race. Au début des années 50, alors que l'Amérique est en plein boom économique, le Ku Klux Klan est moribond. Il ne semble plus en phase avec son époque. Pourtant, un événement va tout changer.